Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 17e numéro du magazine de la FDV. Bonjour à tous, bonjour Gérald, et puis retrouvons tout de suite les titres du numéro de ce mois. Alors, au sommaire, ce mois, dans le magazine de la FDV, nous découvrirons tout d'abord un adage des Legge Ferranda. Nous poursuivrons ensuite avec les titres développés dans la Gazette d'actualité juridique de la Faculté de droit virtuel. Il sera ensuite temps d'aborder l'histoire de l'un des grands arrêts du droit administratif. Enfin, après un extrait de l'interview juridique du mois, nous recevrons le professeur Masing, qui est juge à la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne et professeur invité à l'université Jean Moulin Lyon 3. Tout de suite, l'adage du mois des Legge Ferranda. Des Legge Ferranda. En vertu de la loi à venir. Cette expression est utilisée en se référant à la loi telle qu'on souhaiterait qu'elle fût faite. Concernant les titres d'actualité de la Gazette que je vais présenter, vous pouvez trouver la version complète de cette Gazette sur le site de la Faculté de droit virtuel sous la rubrique Gazette. Alors, comme d'habitude, je vais présenter quelques points d'actualité jurisprudentielle et puis d'autres points d'actualité législative. Pour commencer, une décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2009 relative à la loi de finances pour 2010 et plus précisément à la taxe carbone, la contribution climat-énergie qui a été déclarée contraire à la Constitution dans la mesure où, de par l'ampleur du régime de ses exemptions, son assiette était élaborée de manière inadéquate vis-à-vis du but poursuivi, à savoir la préservation de l'environnement. Alors, sachez que cette taxe carbone, entre guillemets, n'est pas morte puisqu'elle fera l'objet d'un projet de loi séparé, certainement en vigueur pour cet été. Deuxième point, rétention administrative d'enfants. La Cour européenne des droits de l'homme sanctionne la Belgique. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, par une décision du 19 janvier 2010, affirme qu'en matière de rétention administrative, celle exercée sur des enfants en bas âge est constitutive d'une atteinte de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfant toujours, l'enfant est l'avocat cette fois, puisque la première chambre civile de la Cour de cassation, par une décision du 9 décembre 2009, a donné quelques précisions sur la bonne information de l'enfant de son droit à être assisté par un avocat lors de son audition. Enfin, dernier point, effet vertical ou horizontal de la directive 2078 relative à certaines discriminations en matière d'emploi et de travail. La Cour de justice des communautés européennes, par une décision du 19 janvier 2010, Swedex, Florence Zampini nous pose cette question. Revirement ou confirmation, variation sur un même thème. Pour le savoir, je vous laisse aller voir directement sur la Gazette, sur le site de la FDV. Actualité législative maintenant, un point très important puisque l'inceste s'inscrit maintenant en toutes lettres dans le code pénal avec la loi du 8 février 2010. Un certain nombre d'éléments là aussi ont été précisés. L'inceste est inscrit en toutes lettres. Le lien filial ou la relation d'autorité entre l'auteur des faits et la victime constituait bien une circonstance aggravante, mais même si les actes incestueux, comme le viol et les autres agressions sexuelles, étaient effectivement réprimés. Alors la présente loi a finalement pour objet d'identifier l'inceste en tant que tel, sans pour autant modifier les peines applicables. Laisser les morts reposer en paix, voilà comment on pourrait intituler un article, comment s'intitule l'article d'ailleurs de François-Xavier Roudemar. Retour sur l'incrimination portant sur les atteintes au respect dû aux morts, alors que cette incrimination finalement paraissait devenir inutile. Elle se trouve malheureusement réutilisée suite à des profanations de tombes au cimetière de Strasbourg le 28 janvier 2010. Douane européenne et droits de l'homme en Guinée, le règlement communautaire 1284-2009 du 22 décembre 2009 interdit l'exportation vers la Guinée, la République de Guinée, de certains matériels pouvant être utilisés à des fins de répression interne. Enfin, le prix de la diffusion musicale, une décision donc du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L214-4 du Code de la propriété intellectuelle, puisqu'elle ne porte pas de nom, indique que les établissements diffusant de la musique devront appliquer une nouvelle grille de rémunération à destination des artistes-interprètes et également des producteurs de phonogrammes. Voilà pour les titres de ce mois. Tout de suite, je vous propose de retrouver le grand arrêt du mois. Nous sommes le 10 février 1942.
Nous sommes en hiver. Madame Pascal vit seule depuis la mort de son mari dans un appartement dont elle est propriétaire. Comme d'habitude, elle se lève, déjeune, enchaîne ses gestes quotidiens lorsque, à quelques mètres de là, une canalisation de la Compagnie Générale des Eaux se rompt. L'eau qui s'écoule dans la rue et sous la chaussée cause de gros dégâts à l'immeuble de la veuve Pascal. Celle-ci décide alors de saisir le juge administratif pour être indemnisée. Les années passent, la justice suit son cours, lorsque dans une autre ville, un événement tragique survient. Madame Aubry, elle aussi veuve qui se promène sur le bord de la voie publique, traverse la rue, au moment même où une automobile du service des chantiers de jeunesse circule à pleine vitesse. Le conducteur n'a ni le temps de freiner, ni le temps de tourner le volant. La voiture percute Madame Aubry, qui est gravement blessée. Une fois sur pied, elle décide d'obtenir réparation de son préjudice et saisit pour cela le juge administratif. Les affaires des deux veuves, qui ne se connaissent pas, se retrouvent en appel devant le Conseil d'État. Leur destin va alors être lié par le Conseil d'État, statuant le même jour, le 21 mars 1947, sur leur dossier. En effet, une même question se pose dans les deux espèces: à quelle date se placer pour évaluer le préjudice? Dans l'affaire qui opposait la Compagnie Générale des Eaux à Madame Pascal, le juge retient que l'évaluation des dégâts subis par l'immeuble devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer, que les premiers juges ont exactement apprécié les circonstances de l'affaire en estimant que cette date devait être fixée au 10 février 1942, que le sieur Pascal n'apporte pas la preuve que les travaux aient été retardés par l'impossibilité soit d'en assurer le financement, soit de se procurer les matériaux nécessaires à leur exécution. Ce faisant, le Conseil d'État énonce un principe en matière d'indemnisation des dommages matériels. L'évaluation du préjudice se fait à la date où les travaux destinés à réparer le dommage peuvent être réalisés, c'est-à-dire dès lors que les dégâts ne peuvent plus s'aggraver. Dans l'affaire de la veuve Aubry, le juge considère à la différence qu'en matière de dommages corporels, l'évaluation du préjudice doit se faire au jour de la décision de justice. Mais rappelez-vous, avant ces jurisprudences, le juge ne se plaçait-il pas au jour de la réalisation du dommage? À une période où la dépréciation de la monnaie était importante, les arrêts du Conseil d'État du 21 mars 1947, Compagnie Générale des Eaux et veuve Aubry, n'avaient pas seulement un enjeu juridique, mais un véritable enjeu économique pour les veuves Pascal et Aubry. Intéressant, non? Alors, Céline, vous avez reçu ce mois Madame Anne-Sophie Chavant-Leclerc, spécialiste de droit pénal, pour vous entretenir et évoquer la nouvelle loi pénale sur l'inceste. Oui, tout à fait. Alors, c'est la loi donc, de mi-février 2010. Alors, on a effectivement parlé de son apport, de son utilité et de ses faiblesses. Eh bien, nous regardons immédiatement un court extrait. Une autre faiblesse, à mon sens, est sur la définition même de l'inceste. J'ai laissé un petit peu entrevoir tout à l'heure. Il est à la fois trop large et trop étroit, à mon sens. Trop large peut-être sur la notion de famille. Parce que si l'ascendant est bien normalement vécu par les victimes d'inceste comme pouvant le commettre, les collatéraux également, en revanche, est-ce que dans l'esprit commun, un beau-père qui commettrait un viol commettrait une infraction incestueuse? Là, je suis moins sûre. Trop étroit, à mon avis aussi, peut-être sur les victimes. Seuls les mineurs sont visés, je l'ai dit. Or, si on pense aux jeunes majeurs, aux victimes d'inceste jeunes majeurs, ou pourquoi pas aux majeurs incapables, il semble ici que le législateur soit peut-être pas allé assez loin, même si ces victimes pourront bénéficier, semble-t-il, des avancées sur la notion de présomption de... En conclusion de ce magazine, nous recevons le professeur Masing, professeur à l'université de Fribourg et juge à la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne, et également professeur invité à l'université Jean Moulin Lyon 3.
Alors, monsieur le professeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre plateau. Alors, la question que nous nous posions, c'est en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter la Cour constitutionnelle d'Allemagne et puis nous donner un éclairage sur l'actualité de la Cour, justement? Tandis que les Français discutent s'ils veulent avoir une Cour constitutionnelle ou non, ou s'ils restent en ayant ce Conseil constitutionnel, nous avons une vraie Cour. Ça veut dire que c'est une Cour qui est située à Karlsruhe, qui traite 6000 affaires par an, et nous avons des vraies décisions à prendre dans le sens avec une audience publique selon la procédure régulière d'une cour. On décide dans les touches, donc c'est une procédure régulière de justice. En effet, les décisions ont très souvent une portée politique qui va très très loin, c'est sûr. Pour donner un exemple, on a eu la décision de la semaine dernière sur l'enregistrement, ou plutôt sur la conservation des données concernant les communications électroniques, le trafic entre les communications. Et on a annulé toute la loi en disant qu'elle n'était pas proportionnée. D'ailleurs, c'est une loi qui existe dans une façon assez semblante en France aussi. Donc, ce sont vraiment souvent des questions même qui sont importantes dans toute l'Europe. Évidemment, tout pays a sa tradition à les traiter. Ça, c'était une question qui a évoqué beaucoup de remous parce que maintenant, l'Allemagne fédérale va être obligée de faire une nouvelle loi qui fait plus attention à la sécurité des données, parce que ça, c'était une des grandes exigences, et aussi qui restricte plus l'utilisation de ces données. Mais au fond, on a quand même permis de faire cette conservation des données qui va quand même très très loin. Il faut se rendre compte, et ça c'est pareil en France, que toutes les données concernant les communications électroniques sont enregistrées. Ça veut dire qu'on peut reconstruire de toute personne en France, en Allemagne, en toute l'Europe, tous les contacts sociaux qu'il a eus. Bon, ça c'est quand même important. Pour juste mentionner une deuxième décision qu'on a prise, c'était une décision concernant les prestations sociales. Là aussi, on a annulé la loi, ou pas tout à fait annulé, mais on l'a déclaré inconstitutionnelle parce qu'on a estimé qu'il n'était pas bien motivé, ce n'était pas bien expliqué comment les gens pouvaient vivre avec ces moyens. Il est possible qu'à la fin, les sommes étaient constitutionnelles, mais on n'a pas pu donner une explication si elles correspondaient à la dignité humaine qui garantit à chacun un niveau de vie. Là, seulement pour vous montrer que ces décisions ont évidemment une portée politique qui va très très loin, mais à la fois c'est quand même une cour qui la décide. Mais bien sûr, il y a beaucoup de décisions qui ne vont pas aussi loin, qui sont beaucoup plus techniques, c'est normal. Justement, de ce point de vue-là, est-ce que la différence entre la Cour allemande et le Conseil français vous semble plus marquante du point de vue de la procédure mise en œuvre ou plutôt de par les effets des décisions qui sont prises, vous parliez de portée politique et qu'est-ce qui est finalement fait le caractère d'une véritable Cour constitutionnelle? Bon, il y a deux parties. Une partie, c'est la question de l'organisation. Chez nous, ce sont vraiment des juges, ça veut dire que ce sont des hommes qui sont choisis selon leur expérience juridique. Ce ne sont pas des hommes politiques. Évidemment, ce sont des personnes qui se rendent compte que ces décisions ont des conséquences politiques. C'est normal, mais ils sont élus selon les critères de droit et pas des critères politiques. En plus, la Cour est constituée d'une façon assez neutre parce que les juges sont élus par 2/3 des voix par l'Assemblée nationale et par le Bundesrat qui correspond plus ou moins au Sénat un petit peu. Ce qui fait que la gauche et la droite est représentée
à peu près également. Ça concerne l'organisation. Et en plus, on a l'audience publique. Ça aussi, après ça, c'est une question des procédures, bien évidemment. Parce que nous avons le recours individuel, c'est-à-dire que chaque citoyen a le droit de prétendre d'être violé dans ses droits fondamentaux, et à ce moment-là, il a directement accès à la Cour. Ce qui fait, d'autre part, que nous avons 6 000 affaires par an, et il est évident qu'on ne peut pas les traiter tous de façon très sérieusement, c'est-à-dire on a une procédure pour accepter les affaires qui sont les plus importantes et de choisir un petit peu quand même. C'est évident. Et en plus, on a aussi les litiges, ça me paraît important, et ça m'étonne que d'autres pays ne l'ont pas, les litiges de compétences entre les organes d'État, par exemple, entre le Parlement et le gouvernement et le président. En Allemagne, évidemment, comme État fédéral, entre l'Allemagne fédérale et les Länder. Là aussi, c'est très important. Et bien connu, nous avons un contrôle des normes abstraites, posteriori, ce qui n'existe pas en France non plus. Bon, ça ce sont les différences les plus grandes et les plus évidentes. Il y a beaucoup plus de différences dans les détails. Peut-être que je donne encore un détail qui me paraît très intéressant. En France, pour le contrôle des normes qui se fait avant la norme soit promulguée, le Conseil constitutionnel n'a qu'un mois pour faire la décision. Et même quelquefois, ça peut être réduit à 8 jours. Pour nous, ça serait complètement impensable de prendre une décision au cours d'un mois. On a pris presque 2 années pour cette dernière décision dont je parlais, parce qu'on demande les experts, on demande les avis du gouvernement, on demande les avis des autres partis, on a une audience publique, on discute, on réécrit la décision, on discute encore une fois. À la fin, on fait le vote pour chaque phrase. Et évidemment, nos décisions sont beaucoup plus longues en France. Ça. Mais d'autre part, je comprends bien qu'en France, on voit que ça change quand même pas mal le système politique. Et si on veut avoir ça, c'est un choix politique qui n'est pas évident non plus, ça, c'est sûr. Très bien. Donc, finalement, en effet, on voit l'intérêt du travail comparatiste aussi pour comparer des institutions, des mécanismes institutionnels. Et dans ce cadre-là, en tant que professeur invité à l'Institut de droit comparé depuis plusieurs années, où vous venez enseigner, quel vous semble être l'apport de telles missions d'enseignement, tant pour les étudiants d'ailleurs que pour vous? Je crois que l'Institut de droit comparé fait vraiment une très bonne chose. Ils font une toute petite introduction dans le droit allemand. D'abord, cette introduction paraît vraiment petite et pas très importante. Et je reconnais, quand j'étais ici pour la première fois, je me demandais, c'est un si petit groupe, est-ce que ça vaut le coup, faire tout le trajet, préparer tout ça? Mais je dis, c'est très important, même très important, et ça a une très grande réussite. Moi, personnellement, j'ai rencontré ces étudiants, ou quelques de ces étudiants, bien sûr, dans la suite, à Paris, où j'ai passé 6 mois pour un projet de recherche, ou à Berlin, où ils faisaient une thèse, et c'était toujours les très peu de personnes qui étaient capables de comprendre le droit allemand et le droit français. Par exemple, je connais une personne qui fait une thèse en co-tutelle franco-allemand, qui a passé maintenant 2 ans à Berlin. C'est un personnage qui va être très important en sciences pour les relations franco-allemandes. J'ai rencontré plein d'autres qui faisaient des thèses franco-allemandes. J'ai rencontré des gens à Augsbourg qui enseignaient la langue française juridique aux étudiants allemands. Et tout ça, c'est très important parce que dans la réalité, dans la vie européenne, au niveau politique et juridique, on se comprend quand même assez mal en ce qui concerne le droit, parce que ce sont des systèmes complètement nationaux. On ne se rend pas on se rend pas compte quelles difficultés existent pour se faire comprendre. J'ai un projet de recherche entre 4 professeurs français, 4 professeurs allemands, qui tous parlent assez bien l'autre langue, mais on a mis des semaines pour commencer vraiment un débat sérieux, parce qu'il y avait tellement de barrières à surmonter. Et je crois, si j'enseigne, si je fais une première introduction
Et dans cette introduction, je fais une introduction dans le droit de la procédure du droit constitutionnel. On commence à comprendre l'autre système, la pensée, qui est quand même très différente dans l'autre pays. Et ça, c'est mon expérience quand je viens en France, et je connais quand même pas mal de collègues, et je travaille beaucoup sur le droit français. C'est toujours compliqué, c'est toujours une autre perspective, une autre tradition. Et je crois pour ça, une telle introduction est très valable. Très bien, écoutez, merci pour toute cette ouverture et toutes ces précisions. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons maintenant rendez-vous le mois prochain. Eh bien, pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.